Monsieur Boudon, bonjour. Bonjour. Alors, je vous remercie d'accepter cet entretien qui aura pour thème votre dernier ouvrage, Napoléon le dernier Romain. J'aimerais savoir pourquoi vous l'avez intitulé ainsi. Alors ce livre, c'est un livre que je n'avais pas prévu d'écrire, je vais être très honnête avec vous. Il se trouve que j'ai travaillé déjà quelques années sur le rapport entre Napoléon et l'Antiquité, et notamment entre Napoléon et la Grèce antique. J'avais publié un article, Napoléon et l'hellénisme. Et on m'a proposé d'écrire sur ce sujet de Napoléon et l'Antiquité. Puis finalement, voilà, les conversations ont conduit à focaliser l'attention sur la République et l'Empire romain. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce titre, le dernier romain, parce qu'au départ, j'avais pensé à le dernier empereur romain pour mettre en lien Napoléon empereur et les empereurs romains. Et puis finalement, je me suis rendu compte, plus j'avançais dans la rédaction, dans la préparation de ce livre, plus je me suis rendu compte qu'en fait, Napoléon était à la fois mimétique par rapport aux empereurs romains, mais très distant également par rapport à eux, et qu'en fait, son véritable modèle, c'était César. Et donc César, Napoléon, ça conduisait à ce raccourci, Napoléon, le dernier romain. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, mais en même temps, c'est ma deuxième question. Napoléon, que ce soit dans l'exercice de son pouvoir ou dans sa façon d'être représenté, il parlait plus de filiation avec Charlemagne plutôt qu'avec César ou Auguste. C'est-à-dire que plusieurs fois, Napoléon dit je ne suis pas l'héritier de Louis XIV, je suis l'héritier de Charlemagne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire? En fait, en fait Napoléon, il est l'héritier d'une tradition qu'on peut appeler une tradition impériale. Les juristes du Moyen-Âge parlaient de translatio imperii, et cette translation de l'empire au sens de pouvoir, et pas seulement de domination sur un territoire, elle passe d'Alexandre, dont il s'inspire également beaucoup, Alexandre le Grand, qui à ses yeux a d'abord été un conquérant, mais aussi le représentant d'une dynastie, même si sa dynastie s'est ensuite effacée, mais il a eu des successeurs malgré tout. Et puis, il y a César, il y a les empereurs romains, et les empereurs romains sont les successeurs de César. Et puis, il y a ensuite l'Empire carolingien qui naît en fait en se rattachant lui aussi à l'Empire romain. Donc, on est dans une succession. Et c'est vrai que Napoléon s'est beaucoup inspiré de Charlemagne, notamment au moment du sacre. On songe au voyage à Aix-la-Chapelle, aux ornements du sacre qui sont censés être ceux de Charlemagne. En réalité, ils ont été pour la plupart fabriqués par la suite. Mais il y a une véritable inspiration. Il se trouve que sur Charlemagne et Napoléon, il y a déjà pas mal de travaux. C'est pourquoi je me suis contenté de me référer à l'Antiquité romaine. Dans votre présentation que vous avez faite de cet ouvrage, dans des vidéos, vous dites quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Vous dites que Napoléon donc, s'est inspiré de Jules César, que Napoléon avait lu très attentivement la guerre des Gaules et la guerre civile. En fait, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi ces ouvrages assez datés ont-ils pu guider ou inspirer Napoléon? Alors, il est inspiré par la manière dont César fait la guerre. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, il y a une proximité entre les deux stratégies des deux hommes qui s'appuie sur la concentration des forces, sur la rapidité de mouvement aussi, qui est un des traits de la manière de combattre de Jules César. Donc, en ce sens, il a pu tout à fait tirer, non pas forcément des enseignements, mais disons l'histoire, et notamment l'histoire des campagnes militaires, c'est très souvent redondant. Et il fait partie de ces militaires qui considèrent qu'on peut tirer des leçons du passé. D'ailleurs, il a aussi étudié la manière de combattre d'Alexandre pour se rendre compte que finalement, Alexandre n'était pas aussi fort sur le plan militaire que ne l'était César. Donc, il y a une véritable admiration pour César. Je pense par exemple à la manière dont, dans son traité sur Jules César, qu'il a rédigé à Sainte-Hélène, il étudie aussi la manière dont Jules César s'est emparé de l'Égypte, alors que lui, finalement, il a partiellement échoué dans sa conquête de l'Égypte. Vous avez dans votre livre un ouvrage qui est intitulé, un chapitre qui est intitulé le génie de la guerre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent chez les historiens et chez les observateurs, de dire que Napoléon est un génie militaire. Moi, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Boudon. Comment aujourd'hui on peut déterminer que quelqu'un fut un génie militaire?
Quels sont les critères objectifs permettant de déterminer cet aspect? Il est un génie militaire dans le sens où il prend une part essentielle aux victoires qu'il remporte. Je veux dire par là que lorsqu'il est à la tête de ses armées, il parvient à vaincre, même lorsqu'il est dans une position très compliquée. On songe par exemple à la conquête du pont d'Arcole au moment de la première campagne d'Italie. On pense à Marengo qui a failli être une défaite. Il parvient à renverser la situation à son profit. On peut penser aussi à des batailles comme Eylau ou Essling en 1809. Donc à chaque fois, alors qu'il peut être en position dangereuse, il parvient à l'emporter. Alors pourquoi un génie militaire? Parce qu'il sait parfaitement, il connaît parfaitement son adversaire, il connaît aussi ses propres forces et il sait manœuvrer de telle sorte qu'il parvienne à vaincre l'adversaire avec cette stratégie qu'il vise et qu'il emploiera jusqu'à la fin à diviser ses adversaires pour masser l'essentiel de ses forces contre l'un d'abord, puis contre l'autre ensuite. Ça ne fonctionne pas en 1815, mais parce qu'aussi ce génie militaire est reconnu par ses contemporains et que ces contemporains, je veux parler aussi des chefs de guerre des pays étrangers, ont étudié très sérieusement sa manière de combattre et vont opposer à cette façon de faire une stratégie qui est, par exemple, si on prend le cas de Waterloo, de ne pas se disperser précisément, de reconcentrer ses forces. Et c'est bien ce que font les Prussiens et les Anglo-Hollandais sur le champ de bataille de Waterloo. Alors que lui, Napoléon, malheureusement, lui, au contraire, divise ses forces, pour le coup. Alors que lui, il fait exactement le contraire de ce qu'il avait la coutume de faire, c'est-à-dire qu'il va diviser ses forces pensant que ses adversaires ne se rejoindraient pas et partiraient chacun de leur côté parce qu'il est, je pense, convaincu qu'il a déjà fait une première partie du travail par les victoires de Ligny et de Quatre-Bras et qu'en fait, les Prussiens et les Anglais ne se rejoindront pas. Et il fait là une erreur. Une autre erreur qu'il commet à Waterloo, et d'ailleurs il ne la comprend toujours pas à Sainte-Hélène, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi Wellington a choisi la position de Mont-Saint-Jean, adossé à une forêt qui lui coupe la route éventuellement de la retraite. Mais c'est peut-être aussi, ce qu'il n'a pas compris, c'est que Wellington ne veut pas retraiter. Il n'est pas dans une perspective d'abandonner le champ de bataille, mais de résister jusqu'au bout. Et c'est finalement ce qui se produit. Pour en venir à votre titre, Monsieur Boudon, le dernier des Romains, on sait que les Romains ou même les Grecs avaient un rapport particulier à la religion et aux dieux. Alors, j'ai envie de vous poser une question qui est la suivante. Alors, par conviction personnelle, théologique et philosophique, j'emploierai pas le terme de chance parce qu'il me dérange, mais je vais l'employer par commodité. Est-ce que Napoléon, tout au long de sa carrière, a eu de la chance? On sait que Napoléon parlait de sa bonne étoile à Lodi. Lors du coup d'État de Brumaire, je suis accompagné du dieu de la guerre et du dieu de la fortune. Donc, est-ce que Napoléon avait de la chance ou pas? Et comment l'historien peut déterminer est-ce que la chance existe? Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut déterminer l'existence ou non de la chance. En revanche, ce que l'on peut déterminer, c'est lorsqu'un homme, et en particulier, en l'occurrence, Napoléon, croit en sa chance. Parce que finalement, on est dans de l'ordre de la psychologie. Quelqu'un qui croit qu'il est protégé des dieux va prendre des risques et ces risques vont réussir ou pas. Dans le cas de Napoléon, il y a une part de chance au sens où, si on se réfère par exemple au jeu de hasard, il y a des moments où il a pris des risques. Vous évoquiez le coup d'État de Brumaire, le 19 Brumaire à Saint-Cloud. Il se jette dans la fosse aux lions, en quelque sorte, en se rendant devant les députés du Conseil des 500. Et il prend un risque même physique, puisque c'est tout de même c'est une assemblée révolutionnaire, et dans les assemblées révolutionnaires, il y a eu déjà des violences qui ont été commises. Alors, bien entendu, l'histoire des poignards, donc des députés qui auraient cherché à assassiner Napoléon dans l'orangerie de Saint-Cloud est un mythe, mais ce qu'on oublie souvent, et j'en ai eu le témoignage, je l'ai publié par ailleurs, c'est qu'un certain nombre de ces députés, pour se protéger, sont armés.
Donc, il prend malgré tout un risque d'être violenté, voire d'être tué quand il fait cela. Et puis, à chaque fois sur le champ de bataille, on peut considérer il est tellement persuadé d'être protégé qu'il peut aller au-devant des périls. Bon, n'exagérons pas non plus, sur le champ de bataille, il est généralement en retrait, y compris à Austerlitz, mais il ne manque jamais de dire à ses soldats, c'est aussi une façon de les encourager et de les emmener au combat, il ne manque jamais de leur dire que, si besoin était, ils se mettraient au devant de leurs troupes, et de ce point de vue, la propagande par l'image qui passe par le tableau de Gros, la prise du pont d'Arcole est tout à fait significative. C'est un message adressé à ces soldats, je serai toujours à vos côtés, voire devant vous pour vous conduire à la victoire. Alors, ça a un effet psychologique sur les hommes, sur les soldats, c'est incontestable. Et cela revient à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que quand Napoléon est à la tête de ses armées, ses troupes, même en infériorité numérique, se sentent elles aussi protégées. C'est un effet finalement de cascade, et par là même, eh bien, elles partent à la victoire. Bon, ça n'a pas été absolu, mais c'est tout de même assez souvent ce qui s'est produit. Au sujet de son œuvre civile, qui est quand même connue, reconnue, est-ce qu'on peut également lui dire sur cet aspect-là qu'il était aussi un génie par rapport à l'action civile qu'il a pu mettre en place tout au long du consulat et de l'Empire? Alors, je n'utiliserai pas le terme de génie pour ce qui est de son œuvre civile, mais en revanche, on peut lui reconnaître une réelle intelligence qui passe d'abord par une capacité de synthèse absolument étonnante. Parce que Napoléon est à l'origine un militaire qui a certes beaucoup lu dans sa jeunesse, et en particulier lu les philosophes des Lumières, Rousseau, lu des ouvrages d'histoire, de géographie, s'est intéressé à la géopolitique, mais il n'a pas de formation particulière en droit, en économie, sinon une formation, je dirais, qui est celle du commun des mortels, est né de ses lectures. Or, il parvient en quelques mois, en quelques années, à se forger une véritable culture à la fois politique, économique, financière, administrative, juridique, qui est tout à fait étonnante, et ça passe par une capacité d'absorption de ce qu'il lit, de ce qu'il entend, et une capacité de synthèse également qui va frapper ses contemporains au point que, par exemple, lorsqu'il est sur un dossier, il peut traiter plusieurs dossiers en même temps, on le voit à travers sa correspondance, puisqu'il dicte, et ça n'est pas une légende, il est capable de dicter plusieurs lettres en même temps et finalement suivre des sujets différents. Donc il a, de ce point de vue-là, un cerveau qui est tout de même un peu au-dessus de la normale. Je voudrais faire un parallèle, si vous le permettez, M. Boudon, et je vais parler rapidement de moi. Quand j'étais enfant, et même toujours aujourd'hui, mes trois premiers héros de jeunesse, c'était Auguste, Louis XIV et Napoléon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les trois ont réussi en fait à éteindre le feu ou à refermer le gouffre de la guerre civile, notamment Auguste, Louis XIV avec la Fronde, Napoléon, alors il n'y avait pas la guerre civile, mais il y avait une situation compliquée. Et si on reste sur votre parallèle de l'Empire romain, donc Auguste arrive à refermer donc la guerre civile, à étendre, à transformer la République romaine avec le Principat. Napoléon arrive à mettre en place des institutions. Pourtant, si on fait un parallèle avec Auguste et Napoléon, Auguste arrive à transmettre un héritage alors à son fils adoptif Tibère. Par contre, Napoléon, après malheureusement la double défaite militaire 1814-1815, Napoléon n'arrive pas à transmettre ce qu'il a bâti à son successeur, notamment son fils Napoléon II. Comment expliquez-vous cet échec? Alors, il ne transmet pas directement à son fils, ou plus exactement, malgré tout, après Waterloo, il abdique en fait en faveur de son fils, mais celui-ci ne pourra jamais prendre les rênes du pouvoir. Il aura tout de même un successeur qui s'appuie sur cette idée de transmission, son neveu Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République en 1848, et qui n'aurait certainement pas été élu président de la République au suffrage universel masculin sans ce nom qu'il porte et qui renvoie à toute une légende napoléonienne. Et c'est vrai que Napoléon, à l'image des empereurs romains, était totalement obnubilé par cette idée de transmission qui passe d'ailleurs dans un premier temps, et là aussi le modèle romain est intéressant, par l'idée d'adoption. Parce que comme il pense ne pas pouvoir avoir d'enfants, il prévoit dans la Constitution de l'an 12 que le trône pourra être transmis à un de ses frères,
Joseph ou Louis, mais encore mieux, un prince de la famille impériale, c'est bien précisé, qu'il aura adopté. Donc, il songe à ce moment-là au fils aîné de Louis, qui meurt en 1807, donc l'affaire tombe à l'eau, mais cette idée de transmission est très présente, et c'est ce qui explique aussi qu'il divorce de Joséphine pour épouser une princesse autrichienne, Marie-Louise, de laquelle il espère un fils. Et ensuite, son obsession, c'est de transmettre. Et on sait que, par exemple, au moment de la campagne de Russie, lorsque intervient l'affaire Mallet, qui s'appuie sur l'idée que Napoléon est mort en Russie et qu'il faut donc former un gouvernement, un nouveau gouvernement. On oublie complètement le roi de Rome. Certes, il a un an, mais il y a une possibilité tout de même de gouverner en son nom. Et là aussi, Napoléon est furieux parce que cette idée de transmission, finalement, s'évapore. Donc, un échec partiel, en revanche, autre idée de transmission qui est chère à Napoléon et qui là aussi renvoie aux empereurs romains, c'est la transmission de la mémoire, la conservation, l'idée que lui-même, finalement, va se pérenniser en devenant une sorte de divinité à travers les âges. Et à cet égard, il a parfaitement réussi son opération. J'aimerais vous poser J'allais dire parfaitement, pas tout à fait, mais parce qu'il est aussi contesté. Mais disons que sa mémoire, il n'est pas victime malgré tout, malgré les efforts de la Restauration, d'une damnatio memoriae, comme on disait à l'époque romaine. Il parvient à finalement se survivre. Vous en avez parlé rapidement, j'aimerais avoir votre avis dessus. Alors, on se replace dans le contexte de 1809, victoire de Wagram, qui est une belle victoire, mais qui n'est pas une victoire totale où l'armée ennemie est détruite, mais la campagne est quand même gagnée. Est-ce que, alors nous on connaît la suite de l'histoire, mais dans le contexte de 1809, est-ce que le fait de choisir une archiduchesse autrichienne n'était pas une erreur, à la fois sur le plan diplomatique et, vous venez d'en parler, sur le plan de la mémoire? C'est-à-dire que ça renvoyait à une autre Autrichienne, Marie-Antoinette, qui n'avait pas, à tort ou à raison, laissé un bon souvenir auprès du peuple de France. Donc, ma question, est-ce que ce mariage, dans le contexte de 1809, sans parler de ce qui va advenir, parce qu'il faut se replacer dans le contexte, est-ce que Napoléon ne commet pas une erreur assez grave? Alors, dans son entourage, puisqu'il a réuni un conseil pour discuter de cette question, dans son entourage, il y a un certain nombre de personnes, je pense à Fouché, je pense à Cambacérès, qui n'étaient pas favorables au mariage autrichien. Et Fouché, qui est encore ministre de la police à ce moment-là, fait valoir que le souvenir de Marie-Antoinette pourrait entacher finalement cette union. On s'aperçoit quand même assez rapidement que dans l'opinion publique, il n'y a pas de rejet de Marie-Louise. Elle est finalement plutôt bien accueillie. On le voit à travers, par exemple, le voyage en province. Alors évidemment, c'est relatif parce que ces voyages sont arrangés, organisés, mais bon, il n'y a pas de manifestation, malgré tout, d'hostilité à l'égard de Marie-Louise. Et si la mémoire de Marie-Louise ensuite a pâti de la situation, c'est surtout parce qu'elle s'est remariée, etc. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que la mémoire c'est un peu troublée. Donc ce qui est plus étonnant, c'est qu'en fait sur le plan diplomatique, l'alliance russe était la plus logique par rapport à ce que Napoléon avait déjà construit depuis Tilsit en 1807, mais il se heurte aussi, il ne faut pas l'oublier, à la résistance du tsar, qui n'est pas du tout prêt à donner sa dernière sœur célibataire, l'archiduchesse Anna, à Napoléon. Donc, finalement, celui-ci, je dirais, faute de mieux, se rabat sur Marie-Louise. C'était quand même une autre grande alliance importante, puisque l'Empire d'Autriche est un des principaux empires en Europe. Et sur le plan symbolique, c'est aussi très fort parce que c'est l'alliance avec une famille, les Habsbourg, qui ont énormément compté dans l'histoire. Et Napoléon est très attaché à ces références historiques. Et donc, que son fils soit le successeur des Habsbourg compte aussi beaucoup. En 1815, après la défaite, la deuxième abdication, Napoléon se pose des questions. Doit-il rester en France? Doit-il s'enfuir dans un tonneau caché pour aller aux États-Unis? Puis finalement, il décide de se rendre aux Anglais. Enfin bref. Mais en tout cas, ce qui est
ce qui est intéressant, c'est que Napoléon, il dit, si j'étais allé aux États-Unis comme Joseph, on m'aurait oublié. Est-ce que vous pensez que c'était vrai? Alors, s'il était parti aux États-Unis, on l'aurait peut-être oublié, mais je ne crois pas néanmoins. Simplement, c'est vrai que euh, vivre comme un gentleman farmer, ça aurait pu être le cas d'ailleurs en Angleterre, parce que quand il se rend aux Anglais, c'est pas pour, il espère pas aller à Sainte-Hélène, il espère pouvoir être accueilli en Angleterre, obtenir l'asile politique et éventuellement donc se transformer en gentleman farmer. Donc un planteur, un Napoléon planteur aux États-Unis, ça aurait quelque peu écorné son image, et c'est certain que dans la légende napoléonienne, dans la mémoire de Napoléon, le fait d'avoir été en captivité à Sainte-Hélène, le fait aussi, et ça Napoléon s'est très bien arrangé aussi pour le mettre en avant, le fait d'avoir été en quelque sorte victime de ces geôliers anglais, en particulier Hudson Law, contribue à renforcer le mythe de l'empereur déchu, mais de l'empereur, c'est le Prométhée enchaîné sur son rocher, qui va très largement contribuer à sa légende, parce que nous commémorons en ce moment le bicentenaire de sa mort, donc nous commémorons un homme, pas au-delà, bien entendu, l'époque, on évoque l'époque, mais on commémore un homme. Or, que se passe-t-il à Sainte-Hélène? Napoléon reprend une figure humaine, une figure qu'il avait un peu délaissée au profit justement de ses profils d'empereurs romains ou de statues grecques. Il reprend une figure humaine et un homme qui a ses doutes, qui a ses espoirs, qui a ses peines également, et qui vit dans une relative solitude au moins intérieure et assez largement extérieure aussi, parce qu'il faut bien imaginer le milieu qui est le sien à Sainte-Hélène. Tous ces éléments vont contribuer en plus en pleine période romantique où finalement on s'épanche sur les douleurs des uns et des autres, où l'on pleure beaucoup. Tout cela va contribuer finalement à forger ce nouveau Napoléon qui apparaît très vite, avant même d'ailleurs la publication du mémorial de Sainte-Hélène, dont on fait souvent un des éléments principaux de la légende post-hélénienne, mais en fait les artistes, les poètes, les écrivains qui apprennent la mort de Napoléon en gros c'est au mois de juillet 1821, vont être convertis en quelque sorte à cette idée que Napoléon était un grand homme et vont contribuer par leurs œuvres à la légende napoléonienne. Vous avez dit une phrase très forte sur laquelle j'aimerais que vous reveniez et que vous nous l'expliquiez, s'il vous plaît. Je vous cite, vous dites « La mort de Napoléon a été transfigurée ». Ou la mort de Napoléon l'a transfiguré, pour être précis. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, ce que j'entends par là, c'est que finalement, c'est une forme d'explication de la phrase célèbre de Chateaubriand, vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède. C'est une phrase très forte parce que signifie-t-elle? Elle signifie que finalement, Napoléon atteint à une sorte d'immortalité à travers sa mort qui transforme totalement son œuvre. C'est-à-dire que les critiques qui ont pu lui être adressées, et Chateaubriand est bien placé pour le savoir, puisque dans des Buonaparte et des Bourbons, il n'a cessé de critiquer Napoléon, défini comme un ogre, parce qu'il a fait mourir plusieurs centaines de milliers de soldats, défini comme un tyran, comme un étranger même, puisque venant d'une Corse qui, écrit-il, n'était pas française au moment de sa naissance. Bref, il y a tous les ingrédients de la légende noire sont présents chez Chateaubriand, et pourtant, il fait de Napoléon un homme supérieur, puisqu'il en fait même le cœur de ses propres mémoires, ce qui est tout de même étonnant. Quand on écrit ses mémoires, en principe, on n'écrit pas la vie d'un autre. Eh bien, lui, il parvient à ce tour de force d'insérer au cœur de ses mémoires la vie de Napoléon, ce qui montre bien, c'est un exemple parfait de la manière dont Napoléon a réussi sa sortie. Et cette idée de transfiguration, c'est aussi une idée d'accès à l'immortalité par la mémoire, naturellement, même si à l'époque, certains ont même cru que Napoléon n'était pas mort, voire aurait ressuscité. Et le parallèle entre Napoléon et le Christ sera fait dès cette époque. Et là aussi, ça s'inscrit dans ce mouvement romantique qui va s'inspirer de cette double image.
J'aimerais qu'on revienne sur cet aspect, parce que dans votre ouvrage, vous avez un chapitre qui est intitulé le Dieu des romantiques. Alors, vous avez un peu répondu avec Chateaubriand, écrivain royaliste, même légitimiste, qui pendant toute sa carrière a vilipendé Napoléon, qui, comme vous le dites très bien, dans un deuxième temps, lui a vraiment fait un très beau portrait au point que Napoléon est quand même l'homme du 19e siècle. Mais comment tous ces historiens, dont beaucoup furent royalistes ou légitimistes, Vigny, Musset, etc., eux aussi ont-ils succombé à la légende napoléonienne? En fait, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'ils ont succombé à la légende napoléonienne grâce au génie de Napoléon, ou est-ce qu'ils ont succombé à la légende napoléonienne à cause de la propagande, hein, vous me passerez l'expression, et de la geste napoléonienne avec le mémorial de Sainte-Hélène? Alors, le mémorial qui paraît donc en 1823 joue un rôle incontestablement dans la diffusion d'une nouvelle image de Napoléon, de ce Napoléon libéral, référence davantage à la politique des 100 jours qu'à celle menée auparavant, le Napoléon empereur précurseur de l'unité européenne, et puis aussi le Napoléon, comme je le disais à l'instant, humain, c'est-à-dire le Napoléon que l'on voit dans son quotidien, puisque la particularité du mémorial de Sainte-Hélène, c'est d'entremêler en quelque sorte le récit de la vie quotidienne à Longwood, généralement à Sainte-Hélène, et le récit, les mémoires de Napoléon tels que Napoléon les a dictés à Lascaz. Alors, ce n'est pas le succès de librairie qu'on a parfois décrit, mais c'est quand même un livre qui a beaucoup compté pour toute une génération d'artistes, d'écrivains, mais aussi de contemporains, tout simplement. On se souvient que Julien Sorel, par exemple, lit le mémorial dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. C'est un livre qui peut paraître, mais c'est un livre qui apparaît comme un livre séditieux, donc il n'est pas de bon ton de le lire au moins en public. Alors, pour le reste, c'est vrai que ces artistes, ces écrivains plutôt romantiques, ont un itinéraire qui est assez parallèle. Beaucoup d'entre eux, en effet, ont rejeté Napoléon, ou plus exactement, ont cherché dans Louis XVIII, dans la monarchie, finalement, un nouvel espoir. Ils ont espéré, en se ralliant à Louis XVIII, pour beaucoup d'ailleurs par tradition familiale. La mère de Victor Hugo, par exemple, est royaliste, pas son père, le général Hugo, mais sa mère est royaliste. C'est la même chose pour Vigny, qui est d'une famille royaliste. Donc, c'est pas non plus totalement un hasard, mais cette génération, elle est aussi extrêmement déçue. On peut parler des déçus du royalisme en évoquant ces personnages. Je me suis beaucoup intéressé dans un autre ouvrage au peintre Géricault, qui, lui, beaucoup plus tôt d'ailleurs, dès 1817-1818, bascule. Il a aussi fait partie de cette génération qui a suivi Louis XVIII en direction de Gand, et il va basculer dans une forme d'admiration de Napoléon. Alors, tous ces écrivains ne sont pas forcément des admirateurs inconditionnels de Napoléon, je pense par exemple à Lamartine, mais ils expriment par leur œuvre, finalement, la fascination. C'est plutôt cela qu'il faut mettre en avant, la fascination que Napoléon leur impose. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est évidemment Victor Hugo. Victor Hugo qui progressivement va devenir le chantre de l'épopée napoléonienne, notamment avec ses poèmes autour de la colonne Vendôme, je pense à celui de 1827, son poème sur le roi de Rome au moment de sa mort en 1832. Et d'ailleurs, Victor Hugo prendra conscience au moment de l'avènement de Napoléon III, qu'il va détester, Napoléon le Petit. Il va prendre conscience que sa propre œuvre, à une époque où la poésie a beaucoup de succès, a sans doute contribué, partiellement bien sûr, mais a contribué à la progression et à l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, ce qui est quand même un paradoxe qui est frappant. Après la mort de Napoléon, les grognards lui resteront fidèles et seront aussi les principaux promoteurs ou agents de la propagande impériale, de la pérennité du mythe napoléonien, de la légende napoléonienne. J'aimerais avoir votre avis. Comment vous expliquez cette fidélité à Napoléon, alors que Napoléon, pendant 15 ans, voire 20 ans pour certains d'entre eux, les a fait marcher, leur a demandé des choses très, très, très difficiles. Et malgré tout cela, ils sont restés fidèles
à sa mémoire, à sa légende, à tel point qu'au retour des cendres, il y a même des grognards qui viennent en tenue lui rendre hommage et l'accompagner dans sa dernière demeure. Alors ça, en effet, cela peut paraître surprenant, mais d'abord, ce ne sont pas tous les grognards qui vont devenir les vecteurs de la légende napoléonienne. Je pense qu'il faut distinguer en la matière entre ceux qui rentrent extrêmement affaiblis, mutilés pour certains, invalides, qu'on va retrouver à l'Hôtel des Invalides à Paris notamment. Ceux-là, pour beaucoup, vont mourir assez rapidement. Je dirais dans les premières années qui suivent la Restauration. Donc ceux-là, évidemment, n'interviennent pas dans la légende par définition, puisqu'ils meurent. Ceux qui vont vraiment intervenir, ce sont ceux qui, parfois d'ailleurs, ont peu combattu. Parce qu'il faut se garder de l'idée que l'essentiel des grognards aurait fait toutes les campagnes de 1792 à 1815. La plupart des anciens, ceux qui vont par exemple recevoir la médaille de Sainte-Hélène à partir de 1857, ce sont des soldats qui ont combattu dans les dernières années, parfois même 1813-1814. Il y en a même qui reçoivent la médaille de Sainte-Hélène en n'ayant jamais mis les pieds sur un champ de bataille. Mais ils ont été enrégimentés en 1814. Donc, c'est plutôt parmi eux, parmi ces hommes, qu'on va retrouver en effet des hommes qui se réinsèrent dans la société française. Il faut bien imaginer que les lendemains d'Empire, pour utiliser une formule chère à Nathalie Petitot, ces lendemains d'Empire c'est une période de restructuration. La plupart de ces hommes, les soldats sont célibataires la plupart du temps. Que font-ils dès qu'ils rentrent au pays, ou ailleurs d'ailleurs, parce que certains vont s'installer en ville? Ils se marient. Donc ils rentrent dans un nouveau processus, et ce processus va les conduire, pour un certain nombre d'entre eux, à, je dirais, revisiter leur jeunesse, cette jeunesse accomplie dans les armées. Alors bien entendu, leurs récits sont partiellement justes, mais il faut bien imaginer que, y compris quand on en retrouve des traces écrites, il y a beaucoup d'éléments qui ont été arrangés. On sait qu'un certain nombre de ces soldats qui racontent leur campagne militaire se sont beaucoup inspirés des premiers récits d'historiens, par exemple. Par la suite, ce sera les ouvrages de Thiers. Certains vont raconter la bataille en relisant les bulletins de la Grande Armée qui ont eu une large diffusion à l'époque. Donc, il y a une mémoire, incontestablement. Ce ne sont pas tous les soldats qui en sont les vecteurs, mais bon, pour donner des chiffres, il y a eu 2 500 000 Français qui ont été encadrés par les armées napoléoniennes entre 1800 et 1815. On estime qu'il y en a 850 000 à 900 000 qui sont morts. Ça veut dire qu'il en reste quand même 1,5 million à 1,6 million. 1,5 million sur une population de 30 millions d'habitants, c'est considérable. Ça veut dire que partout dans les campagnes, il y a un ancien de la Grande Armée, puisque le recrutement était un recrutement national. Donc là aussi, je pense qu'il y a une demande de la population pour entendre parler de la période napoléonienne, parce que la période napoléonienne, et là on revient à cette idée du mythe, ça va se transformer en une sorte d'âge d'or. C'est une période qui paraît idéale, alors qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'excès, il y a eu beaucoup de morts, etc. Mais elle est vécue comme une sorte d'âge d'or, parce que c'était une époque où, à la fois sur le plan économique, finalement, la situation était assez favorable. Les campagnes ont relativement bien vécu les 10 premières années du consulat et de l'Empire. Ça se dégrade à partir de 1810. C'est aussi une époque où s'impose la grandeur de la France, et ça compte aussi dans les esprits. Donc je pense que il y a, entre les soldats et la population, il y a des va-et-vient qui expliquent finalement la progression de cette légende jusqu'à cette victoire de Louis-Napoléon Bonaparte. Plus de 5 millions de voix aux élections sur 7, c'est quand même pas mal. J'ai encore 2 questions. Vous en avez parlé, donc merci de me faciliter la transition. L'élection de Louis-Napoléon Bonaparte au suffrage masculin en 1848 est-elle ou peut-elle être considérée comme une victoire posthume de Napoléon Ier? Alors, la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte est totalement inattendue. Ce jeune homme, enfin, il a déjà 40 ans quand même, en 48, mais qui est inconnu du public, qui a les coups de Boulogne, de Strasbourg et de Boulogne, les coups de force et coups d'État
ont été à peine perçus par l'opinion publique. Donc, à part parmi ses quelques proches, quelques nostalgiques de l'Empire, il est absolument inconnu. Alors, il est vrai qu'il a réussi, on le prend alors pour un imbécile, mais il a quand même réussi le tour de force avant l'élection, de réunir sur son nom des partis très opposés, puisque il a réussi à obtenir le soutien de ce que l'on appelle le comité de la rue de Poitiers, c'est-à-dire les conservateurs, les royalistes issus de la monarchie de Juillet, ce qu'on appelle aussi les républicains du lendemain, mais il parvient aussi à obtenir le soutien d'une partie de la gauche, si l'on veut, à travers la diffusion, par exemple, très largement de son essai L'extinction du paupérisme. Donc, même sur le plan idéologique, il a déjà quand même réussi à obtenir des soutiens variés. Et puis, va jouer surtout cette mémoire, incontestablement, qui fait que les électeurs, pour beaucoup, n'ont jamais voté, puisque c'est la première fois qu'on vote au suffrage universel depuis l'époque de la Révolution et de l'Empire, eh bien, beaucoup vont choisir le bulletin, si je puis dire, Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, en ce sens, en effet, la légende a joué un rôle important et on peut considérer que c'est une victoire posthume de Napoléon Ier. Je vous remercie. Donc, ce sera ma dernière question. Pour revenir à votre titre, Napoléon, le dernier Romain, il y a quelque chose de fascinant, à titre personnel, c'est que l'Empire romain, même aujourd'hui, fascine encore. Et Napoléon, même en 2021, nonobstant le recul de l'histoire, de l'intelligence, le problème de la transmission des savoirs, Napoléon continue de fasciner. Alors ma question, M. Olivier Boudon, est la suivante. Pour quelles raisons l'Empire romain et Napoléon nous fascinent-ils? Et pourquoi, ça c'est mon petit pari, je pense que dans 200 ans, quand vous et moi on sera plus de ce monde, Napoléon fascinera toujours. Pourquoi cette fascination quasi intemporelle pour l'Empire romain et napoléonien? Alors, je pense que pour l'Empire romain, la fascination est liée au fait que l'Europe, puisque nous sommes en Europe, l'Europe est très largement l'héritière de la civilisation romaine. Si on prend le droit, par exemple, si on prend un certain nombre même de coutumes, de manières de vivre, etc. Donc, il y a cette idée d'héritage, et souvent, pour que l'héritage soit transmis et soit encore perçu, il faut que ça s'appuie sur des éléments concrets, tangibles. Or, si vous regardez l'Empire romain, qu'est-ce que vous voyez? Où que vous soyez en Europe, au moins en Europe occidentale, vous voyez des traces de l'Empire romain, des traces d'aqueducs, le tracé des routes, des amphithéâtres, des cirques, etc., des thermes. Partout, l'Empire romain est présent. Alors, c'est vrai aussi que c'est parce que on a reconstitué ces ruines, que l'on a valorisé ces ruines. On aurait pu tout aussi bien, à travers les siècles, ça a été partiellement fait, se débarrasser de ces traces. Bien entendu, il y a cette idée de grandeur qui doit être en arrière-plan et qu'on va retrouver dans l'Empire napoléonien. Mais pour l'Empire napoléonien, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on se focalise sur cette période, c'est aussi parce qu'elle a été une grande période de construction, à la fois sur le plan institutionnel. L'exemple le plus simple étant le Code civil, mais toute l'œuvre administrative, judiciaire, financière, scolaire, etc., dont nous sommes les héritiers, sont des éléments tangibles. Et puis, il y a aussi des éléments tangibles sur le sol, si je puis dire, et je pense que de ce point de vue, Napoléon, s'inspirant des empereurs romains, a voulu laisser sa trace dans le paysage, alors pas autant qu'il n'aurait souhaité, mais à travers des colonnes comme la colonne Vendôme, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, l'Arc de Triomphe du Carrousel, des monuments un peu partout à travers le pays, le réaménagement de la place Bellecour, la décision de construire un pont à Bordeaux. Bref, on pourrait citer de multiples exemples. Donc cette idée, les routes également, et pas seulement en France, hein, songeons par exemple à la route le long de la côte croate, la dite route Marmont ou route Napoléon.
l'aménagement des ports. Allez en Belgique, à Anvers, vous verrez l'empreinte qu'a laissée Napoléon sur place. Donc, il y a aussi cet élément, et je pense que dans la construction du mythe des empires, l'idée de fondation, c'est-à-dire l'idée d'empires qui, en quelque sorte, sont fondateurs de nouvelles civilisations, explique cette fascination que l'on peut encore avoir pour ces empires aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous.